Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gagne pour vous retrouver, il est 15h19, nous sommes le 10 mai 2016 et on va parler donc des indices boursiers américains qui tiennent des supports. En Europe c'est pareil, mais c'est pas non plus l'envolée, dans tous les cas ça progresse depuis vendredi dernier dans un cadre technique intraday qui est assez limpide, en données 4 heures notamment sur lequel je vais revenir. Et je pense d'ailleurs que il y aura une opportunité d'achat. Ce que construit le GR30 en intraday me plaît énormément et je le retrouve sur l'Eurostoxx 50. Alors vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading, on va parler du dollar américain, des stratégies sur paire majeure, des stratégies sur paire croisée, le pétrole qui est sur support. On va combiner d'ailleurs le Speculative Sentiment Index de l'US Oil, donc du CFD US Oil, avec l'analyse chartiste, un rebond des positions short sur le pétrole, la proximité d'un support, autant d'éléments qui permettent d'envisager un redémarrage, en tout cas tant que le marché tient 42 dollars. Sur le plan des fondamentaux, l'après-midi sera très légère. Pas de statistiques macroéconomiques majeures aux États-Unis. En réalité, cette semaine, c'est le vendredi 13 mai, qui galvanise toutes les attentes, puisque le marché attend la publication du taux de croissance des ventes au détail en avril. Alors avril, pourquoi c'est important? Janvier, février, mars, 3 mois pour le premier trimestre qui a déçu, avec le ralentissement de la croissance économique aux États-Unis. Deux trimestres consécutifs qui voient le taux de croissance du PIB ralentir, c'est ce qu'on appelle une récession. C'est ce que craint la Réserve fédérale, mais c'est ce qu'elle ne défend pas d'ailleurs comme scénario. Et le mois d'avril, c'est un tiers du second trimestre. D'où l'importance de ces statistiques d'activité, des chiffres standards qui sont mis à jour avec une fréquence mensuelle. Donc les ventes au détail, c'est vendredi, avec aussi la confiance des consommateurs. Alors d'ici là, le marché va quand même évoluer. Cet après-midi, je pense que justement, on peut faire confiance à l'analyse technique puisqu'on n'aura pas des fondamentaux puissants qui peuvent créer de la volatilité, une volatilité liée à des fondamentaux qui peuvent mettre à mal des niveaux techniques, en tout cas en intraday. Donc cet après-midi, accordons notre confiance à l'analyse technique. Alors on commence par les indices boursiers européens, on enchaîne sur Wall Street, puis un tour rapide sur les matières premières, notamment le pétrole, et je termine par le Forex, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ce matin, et un passage aussi sur le contrat de taux allemand Bund qui progresse, qui suit son rythme de croisière, techniquement lui aussi est assez propre. Je vous rappelle que cette semaine, du côté des banques centrales majeures, c'est la Banque d'Angleterre, jeudi, qui est attendue et qui va publier beaucoup de choses, notamment le rapport sur l'inflation. Alors le DAX, le GR30, on passe en plein écran, un cadre technique H4 assez clair, un canal haussier qui attrape le point bas du 11 février et le point bas du 7 avril, et une situation technique hyper similaire à ce que le marché vous avait proposé entre le 8 avril et le 12 avril. Alors à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché se retourne depuis une divergence haussière, prix momentum, ici représenté par le RSI. Le marché entre en range entre MM20 H4 et MM50 H4. Que se passe-t-il depuis vendredi dernier? Le marché forme un support depuis un bas de canal haussier, depuis une divergence prix-momentum représentée ici par le RSI H4, temporise lorsque le RSI oscille autour de 50 au sein d'un range MM20, MM50, H4. Hier, le prix dépasse MM20 H4. Ce matin, et je dis bien ce matin au point près, le DAX, le GR30, rejette sous MM50 H4. C'était donc assez propre. Une résistance autour donc des 10 110 points, couverte donc par cette ligne de tendance baissière. Le marché rentre dans un range et concrètement, je pense qu'il devrait se passer environ 4 à 5 fois 4 heures, donc d'ici demain, début d'après-midi, pour que le marché rejoigne la partie basse du range et finisse par s'en extraire. Un signal positif de redémarrage de la tendance du GR30, en tout cas la tendance en place depuis le 6 mai, serait par exemple ce chandelier du 12 avril, ici en session US, qui était donc la cassure de la MM50. Alors d'ici là, il est possible que le marché se replie vers la MM20, qui est en train de prendre une pente ascendante. On peut envisager une stratégie positive au contact de cette moyenne mobile. En tout cas, voilà, je pense que là, on a un cadre assez clair avec une situation technique du 8 et du 12 avril qui se répète. Ce qui moi m'intéresse au-delà de cette répétition propre au graphique du GR30, c'est qu'on retrouve le même type d'approche sur l'Eurostoxx 50. Alors tout de même une situation un peu plus volatile. Je compare la situation du 8 au 12 avril avec celle qu'on vit maintenant, le bas de canal, la reprise.
ok, le dépassement d'MM20, le dépassement d'MM20, l'accélération. Mais déjà à l'époque, ici le 11 avril, on était retombé assez fortement sur MM20. Alors attention, la moyenne mobile commence à se retourner, ce sera un support, pourquoi pas chercher à l'exploiter. C'est vrai qu'on est toujours porté par cette dive haussière H4. Le repli est fort, le repli est violent, là ici en intraday, en H4, vous le constatez comme moi. Mais regardez ici à l'époque, le 11 avril, le repli était fort aussi. Et pourtant le marché s'est stabilisé sur MM20 H4. Je n'ai aucune certitude, et je ne vois pas dans le futur, à savoir si les prix vont se stabiliser sur MM20 H4. Mais ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que cet indicateur de tendance offre un prix d'entrée qui permet de gérer son risque de manière claire. Le marché ne doit pas basculer en dessous. Alors, imaginons que le marché se replie sur la moyenne mobile, on gère comment son risque? Bah, écoutez, reportez-vous à ce qui s'était passé à l'époque. On va aller sur le GR30 en H4, le marché retombe dessus. À l'époque, il l'avait tenu précisément. Je zoome ici, bon, le point bas dessus. Eurostoxx 50 est peut-être un peu plus volatile ici en intraday avec le GR30. On peut faire un choix. Le GR30, l'Eurostoxx 50, le CFD GR30 ou attendez, que je ne dise pas de bêtises, le EUSTX 50, le CFD. Moi j'ai une préférence pour le GR30. Voilà, regardez, je zoome, regardez ce qu'on avait fait à l'époque, le retour, le test, et c'était reparti la cassure de même 50. Donc, à court terme, on va se replier, ou en tout cas rester un peu faible. L'alternative, deux options, dans une alternative, le marché retombe sur MM20, ça se paye. On break direct MM50, et là c'est un signal d'achat qui en plus se traduirait par le dépassement de cette oblique. Là actuellement on est entre les deux, donc dans le no man's land. Faut être patient, mais il faut avoir ce cadre technique en tête avec en analyse technique. De toute façon ça repose beaucoup là-dessus, la récurrence, c'est à dire que des situations techniques qu'on a déjà constatées ont tendance à se répéter. C'est les comportements qui reviennent et qui sont simplement ici représentés visuellement. Donc en tout cas voilà, je trouve que sur le GR30 c'est assez clair. Les indices US. Alors les indices US sont à proximité de leur sommet historique, et je me posais la question lundi, donc lundi c'était hier, de leur capacité à remettre une jambe haussière, à savoir un SP500 tenté de monter vers 2137, le sommet historique. Alors, hier, il y avait une chose intéressante, moi j'appelle ça l'alignement des indices boursiers leaders sur support majeur, sur fort support plutôt. C'était le cas notamment du S&P 500 sur 2030, le marché a rebondi sur 2030. Pour autant, il n'explose pas à la hausse. Progresse, on rencontre ici une première résistance à 2080, c'est une cible, il faut s'en affranchir pour remonter tout là-haut. Donc tout ça pour dire que, pour résumer sur les indices boursiers, il y a depuis vendredi une dynamique des prix qui est positive, qui est confirmée par le momentum de marché, qui est très similaire à la façon dont les marchés se sont repris entre le 7 et le 12 avril, mais qui cependant a une force quand même inférieure. D'où les conséquences en termes de stratégie de trading, soit on y accorde moins de volume, soit on est hyper patient et on attend le point, soit on fait rien. Voilà, il y a plusieurs façons d'agir. En tout cas, voilà, sur le GR30 en H4, je trouve que c'est très 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 propre. Et puis voilà, donc faut pas se précipiter. Hein, je rezoome vraiment sur ce qu'on avait fait à l'époque, la reprise. Puis on voit qu'on a travaillé le range pour finalement repartir. Bon, euh, prenez comment ça s'appelle, le SP500, un signal qui serait positif, ce serait de dépasser les 2080. Alors forcément, si le SP500 venait à briser 2033, ça ferait épaule tête épaule, et là forcément, ce serait la figure de sommet avec un marché qui retomberait à 2000. Donc, il n'y a pas de certitude. Il y a des paramètres de trading, il y a une action des prix, à vous de bien gérer ça. Ou si vous doutez, parce que par exemple ici, vous jugez risqué ce qu'est en train de construire le SP500, après, admettons-le, une forte hausse depuis le 11 février, calculez le taux de variation. De combien se sont repris les indices US depuis le 11 février, donc on va se le calculer. Hein. Alors, hop. De 16,85%. Donc je comprends hein, qu'on puisse vouloir être prudent après 17% de hausse et se retrouver en face des sommets historiques. Sauf que
Je pense qu'on les franchira pas, ces sommets historiques. Je vois pas le SP500 à 2200 points. Enfin, je vois pas ce qui pourrait pousser les investisseurs à casser un range de 2 ans sur les indices boursiers, sauf si la Fed exclut définitivement de relever ses taux cette année. Mais par contre, la question est de savoir si on peut aller les tester précisément. C'est possible, en tout cas tant qu'on tient 2030. En dessous, c'est fini. C'est ce qui ne se produira pas comme scénario. Le Bund, donc c'est le seul contrat de taux dont je vous parlerai, je l'ai rangé dans les indices boursiers parce que j'en ai pas beaucoup à vous proposer. Il est recherché, le Bund. Ces rendements obligataires qui sont sous pression, toujours pareil, liés aux banques centrales. La BCE, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, vous connaissez le principe. Non, la Fed par contre, elle, comme elle reporte dans le temps son action, forcément, ça maintient les taux bas. Le contrat de taux allemand dérive, en tout cas réagit, il est élastique à l'évolution du prix du contrat identique aux États-Unis, le T-Note. Donc au final, le marché remonte. Techniquement, on est sorti par le haut d'un triangle au-dessus d'une ligne de tendance. Et je pense toujours qu'on peut remonter vers 164,75. Et derrière, pourquoi pas revoir les 166 sur le contrat de taux Bund. Voilà pour les indices boursiers. Je passe aux matières premières. Je vais vous parler du pétrole notamment. Ensuite, du Forex, marché d'échange. Et après, je m'arrête. Alors, le pétrole, l'once d'or. Deux choses. Les deux marchés sont sur des supports. Leurs dimensions un peu différentes. L'once d'or est sur un support intermédiaire à 1258 $ en données journalières, vous le voyez comme moi, renforcé par une moyenne mobile intéressante, la 20 jours, renforcée elle-même par la 50 jours. Donc elle est sur un support. Le RSI est à proximité des 50. Un niveau de RSI au-dessus duquel le marché, accrochez-vous, se maintient depuis le 4 janvier. Reportez-vous avant le calendrier, le 4 janvier c'était la première séance de l'année. Donc on peut considérer que cette barrière sur le RSI D1 journalier de l'once d'or représente la dynamique annuelle de l'once d'or. Le bémol c'est quoi? C'est que l'horizon de temps supérieur, le weekly chart, lui présente l'amorce d'une dive. Ça fait forcément, c'est pas très bon pour les stratégies d'achat. J'éviterai de trop m'exposer aux 1258 de l'once d'or. Alors maintenant se pose la question du pétrole. Techniquement c'est un peu différent. On a une ligne de tendance haussière en place depuis le 11 février. Elle attrape le point bas du 11, le point bas du 5 et le point bas du 17 avril. Donc ce ne sera pas son premier test. Le marché dérive pour l'instant. Le premier support est à 42 $, 42,39. Et enfin, j'ai avec moi le Speculative Sentiment Index du CFD US Oil. Donc ça date d'environ 1 heure. Ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est le rebond des positions short, ici, sur la ligne des positions longues. Ça n'a pas croisé en l'état. Donc le marché, on voit hein, là déjà que le prix se stabilise. Ça short, d'accord? Ça short. Donc ça aurait été gênant de voir un croisement des positions longues au-dessus des positions short. Enfin, du point de vue de l'approche contrarienne des marchés financiers, ça aurait menacé le support des 42 $. Alors, le support peut toujours être menacé, hein. Mais en tout cas, là, ça fait partie des outils qui m'invitent à croire que ça pourrait tenir avec, en plus, ce qui pourrait être ici mais ce n'est pas une, mais il y a l'esprit, une divergence haussière H4 sur l'US Oil. Donc, ce que je peux simplement vous dire, c'est que les 42, 42, 39 sont un support solide et qu'en l'état, au-dessus de ce support qui permet de gérer son risque, on peut croire à la capacité de l'US Oil à repartir. Abandon complet de cette vue de marché avec une cassure significative franche avec du volume sous 42, là c'est terminé. Sur le plan des fondamentaux, on a eu sur les dernières heures des éléments qui auraient pu faire basculer le prix du pétrole sous le support. L'Arabie Saoudite, l'Iran, bon, toujours pareil, la problématique de l'offre qui reste abondante, pas d'accord, de l'égoïsme, surtout au sein de l'OPEP, mais le pétrole résiste. Donc un prix qui devrait baisser en lien avec les fondamentaux, mais qui tient, peut-être que là aussi la donnée est dans les cours. En tout cas, au-dessus de 42 $, je privilégie plutôt un scénario de rebond du prix du pétrole. Et enfin, le marché d'échange.
et ensuite je réponds à vos questions. L'euro-dollar glisse, mais ne cède pas. Ça me rappelle, concrètement, j'ai cette même approche sur le câble. J'ai pas pour autant de stratégie sur ces deux marchés. C'est-à-dire que la question que je me pose sur l'euro-dollar, c'est celle que j'ai tenté ce matin de détailler dans le Good Morning Euro-Dollar sur le dollar US. Une semaine de fort rebond, donc sur l'euro-dollar, une semaine de forte baisse, sans pour autant confirmer. C'est-à-dire que en données hebdomadaires sur le US, sur le dollar US, quand vous prenez par exemple l'indice dollar US, donc le plus connu, le plus suivi, donc celui dont le mnémonique est DXY, je vous le remontre ici, c'est des cotations en temps réel. On a certes fait une belle semaine de rebond, mais on reste dans le cycle de marché qui est un cycle correctif depuis fin janvier. En l'état, le marché n'a pas cassé de résistance forte. C'est un peu comme l'eurodoll, qui a certes reculé d'environ 250 points, un peu moins depuis les points hauts la semaine dernière, 1,1616, mais qui n'a pas brisé le niveau des 1,14. Or pour autant, une stratégie d'achat sur 1,14 c'est risqué, il y a mieux à faire actuellement parmi les paires majeures, mais j'éviterais de croire que l'euro-dollar peut significativement décrocher, sauf avoir une nette reprise des indicateurs d'activité aux États-Unis au second trimestre qui permettrait d'écarter complètement le scénario du poursuite de la ralentissement de la croissance économique aux États-Unis, qui a été constaté au premier trimestre, donc janvier, février, mars. Le câble qui défend depuis 48 heures les 1,44$, un niveau qu'on retrouve en utilisant plusieurs approches techniques. 1,44 c'est le chartisme de base, le support horizontal. 1,44 c'est encore du chartisme, la ligne de coup d'une structure en ETEI, épaule tête épaule inversée. En Ishimoku c'est la Kijun, voilà. Et enfin l'approche en termes de proportion de marché, donc vous prenez la dernière jambe de hausse et vous y appliquez un retracement de Fibonacci, c'est 50%. Donc c'est un prix qu'on retrouve plusieurs fois. Forcément, le marché le défend, mais en même temps, on ne peut pas parler de fort rebond. Donc sur le GBP USD, j'ai le même traitement technique que l'eurodoll. 1,14, ça tient, mais c'est pas non plus exceptionnel. 1,44, ça tient, mais il n'y a pas non plus un engouement et une envolée haussière. Donc on ne peut pas shorter ces niveaux de prix. Mais les acheter, c'est forcément accepter une gestion du risque serrée. Parce que si le prix est bon, le marché doit rapidement réagir. D'autre part, je dis la Banque d'Angleterre, le rapport sur l'inflation, la proximité du référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, quelle approche en termes de communication la Banque d'Angleterre va adopter, c'est incertain. Donc l'incertitude, c'est le risque de volatilité. Le risque de volatilité, c'est le risque de se faire stopper. Voilà, après, à vous de voir. USD Yen, je visais 109,26, le point de décrochage de la BOJ, et le marché a fait 109,27, donc ça c'est fait. Pour autant, c'est pas baissier, le marché continue d'être fort. On ne peut pas acheter au niveau actuel des cours, c'est impossible. Mais si vous avez été long depuis la cassure des 107,66, éventuellement garder un solde, faites ce que vous voulez, en tout cas c'est une résistance, ça peut éventuellement prolonger vers 109,80. Le NZD-USD poursuit son petit bonhomme de chemin baissier depuis ce matin, donc on a continué de reculer, 0,6717. Attention, peut-être en H4, une toute petite diff qui commence à se former. Alors hein, n'oubliez pas, hein, le marché a fait un double top, n'a pas fait de pullback à 0,68. Je ne suis pas en train de dire qu'on va remonter à 0,68, mais c'est possible. Double top, cache sur la ligne de coup, le marché n'a pas fait de pullback, il y a la place pour un mouvement de retour qui viendrait tester les 0,68. Ayez simplement conscience de ça. Le taux de change AUD-USD, lui, forme un range sous sa toute première résistance à 73,95. Je ne sais pas trop quel traitement lui réserver, lui il a déjà tellement baissé que je suis un peu plus neutre. L'euro GBP est dans une situation technique qui commence à durer, ça, depuis le 5 mai, il ne veut pas sortir de son range. Toujours pareil, on a bien rebondi, mais on cale à 0,7950, c'est une résistance, mais on casse pas de support, on fait une espèce de triangle rectangle. Au-dessus de 0,7860, ça peut éventuellement tenir. On verra. Et enfin, si justement on a du mal à gérer par exemple la potentielle pullback du Kiwi dollar ou l'incertitude du range
de l'Aussie dollar sous 73,95. Il y a l'alternative qui consiste à jouer le spread entre les deux, et le spread c'est l'AUD NZD qui lui progresse bien, 1,0913, ligne de tendance haussière, mouvement qui débute à peine. Je pense que ce marché peut remonter à 1,0980 lors des toutes prochaines heures de cotation. Pour gérer son risque, c'était très intéressant ce matin, ça allait un peu moins maintenant. Dans tous les cas, ça reste le plus bas du chandelier du jour en données journalières. Alors, maintenant je vais répondre à vos questions. Alors, beaucoup de questions sur le GR30. Je les lis et ensuite j'en ferai la synthèse. Alors, bonjour Iliane, vous êtes à l'achat sur la UDNZD à 1,0879. Eh bien, gardez le cap, vous êtes bien. À vous de voir. Soit vous acceptez la possibilité que du rythme de marché se déploie, donc de la vol en intraday. Là, vous gagnez 35 points, 40 points au cours d'entrée. Je ne connais pas la taille de votre position, mais Euh, ça vaut le coup, je pense, de garder les paramètres initiaux de votre trade. Faut le laisser s'exprimer, faut lui laisser sa chance. Faut lui laisser sa chance. Faut pas coller au graphique. Ça, c'est, faut pas coller au graphique. Parce que si on colle au graphique, je vous garantis qu'on a tendance à avoir une perte moyenne supérieure à son gain moyen, parce que son stop, on laisse être exécuté. Par contre, son objectif de cours limite son objectif, son gain, on veut couper avant. Et au final, vous vous retrouvez avec un gain moyen inférieur à la perte moyenne, et forcément, vous aurez beau avoir plus d'un trade sur deux gagnants, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, laissez le trade s'exprimer. Alors, pas d'eau. Alors, je pourrais pas répondre à cette question sur la loi travail, etc., etc. C'est l'occasion de reparler de ces choses-là. Euh, le DAX, l'USD Yen, l'USD Yen. Ok, alors l'USD Yen, c'est bon. Et le DAX, j'en ai parlé tout à l'heure. Ok, bah écoutez, je vous laisse sur ce graphique de la UDNZD qui donne de la voix. Et je vous souhaite un bon après-midi. Vous avez la revue de marché Ishimoku qui est en page d'accueil du site. Vous avez aussi le programme de la prochaine conférence en ligne du 27 mai. Allez-y. Et enfin, donc, moi je vous retrouve demain matin pour le Good Morning Euro Dollar. Et sinon, il y a la closing bell tout à l'heure à 17h30. Merci.